Sont suivantes. La taxe d'habitation, dont le taux est aujourd'hui de 16,38, il vous est proposé de la passer à 17,53. Ça fait 1,25 points. La taxe foncière, qui est de 21,89, il va être proposé au Conseil de la passer à 23,42. Là aussi, ça fait un 40 peut-être. Un 50, pardon. La taxe foncière sur le non bâti, il va vous être proposé de passer le taux de 72,19 à 77,24. Donc je répète, la TH de 16,38 à 17,53. La taxe foncière bâtie de 21,89 à 23,42. Et le foncier non bâti de 72,19 à 77,24. C'est la délibération qui est soumise au vote du conseil municipal. Qui souhaite prendre la parole? Je vous laisse. Monsieur Delpozo, le discours est rodé, effectivement, on le voit. Vous y mettez même la touche d'humilité qui permet finalement de nous convaincre que vous ne pouvez pas grand-chose devant cette avalanche, effectivement, de mauvaises nouvelles. Je me doutais bien, monsieur le maire, quand je vous ai demandé tout à l'heure de ne pas voter tout de suite ces taux et d'attendre que vous escomptiez finalement court-circuiter un petit peu le débat en nous empêchant éventuellement d'évoquer nos solutions. Parce que des alternatives arrivent et j'espère bien que le conseil municipal en aura connaissance. Donc je vais faire une déclaration. Je l'ai écrite pour gagner du temps et surtout pour éviter le dérapage des mots. Ma déclaration se veut donc policée. N'en déduisez pas pour autant qu'elle sera tous à entendre. Voilà, donc vous avez dit des choses fortes, vous avez fait valoir des chiffres, ça a été le valse, comme si vous étiez pratiquement à votre premier ou deuxième budget. Or, vous êtes, monsieur le maire, à votre 7e budget. Un budget qui consacre l'évidence, comme il était prévu d'ailleurs, de votre échec de gestionnaire, moins à cause du recours à l'emprunt, dont vous avez parlé, vous avez peut-être raison là-dessus, qui a été déjà amorcé d'ailleurs en 2015, qu'à cause de cette augmentation massive des impôts locaux, qui sont même déjà massivement lourds. Une augmentation sur laquelle vous seriez bien inspiré, me semble-t-il, de revenir. Vous avez un budget qui témoigne d'un entêtement certain, puisque vous vous obstinez à faire des choix subjectifs, vous venez d'en parler de nouveau, et à poursuivre des politiques de fonctionnement qui, depuis 2009, ne sont pas du tout à la hauteur des besoins. Nous en sommes là par votre constance, à vouloir ignorer nos alertes, à décider en l'absence de commission, en l'absence de débat, en l'absence de véritables conseillers, qu'ils soient municipaux ou autres. Nous en sommes là, monsieur Delpozo, parce que vous décidez seul, un homme politique construisant sa carrière, et non un gestionnaire soucieux de ses administrés. Je signe. Malgré nos très nombreux avertissements, vous n'avez pas pris dès 2009, ni depuis lors, les mesures d'économie et de bonne gestion qui s'imposaient. Vous aviez pourtant tout en main. Vous connaissiez notamment, et là je reviens sur la dette, vous connaissez depuis cette époque, vous connaissez depuis 2009 le tableau des indemnités de remboursement et d'évolution de la dette. Vous l'avez connu bien avant votre arrivée à la tête de la mairie. Cet échéancier vous avait été remis en conseil municipal du 17 mars 2009 par M. Fonvielle. Et vous deviez l'avoir peut-être même avant, qui était à ce moment-là le maire de la commune. Ce tableau prévoyait, par le simple jeu des remboursements d'annuités, un restant dû de 33 969 000 euros en 2016. Après 7 ans de budget, M. Delpozo, ce tableau est toujours d'actualité, mais le restant dû s'est aggravé, puisque votre DOP et votre budget indiquent pour 2016 une dette globale de 35 318 000, soit 1 600 000 de plus que ce qu'on aurait fait normalement si nous avions vécu sous d'autres, effectivement, commandements. Donc, tout cela pouvait se faire mécaniquement et objectivement, et je ne vois pas quelle est la part personnelle que vous avez prise, effectivement, à cette baisse de dette. Qu'avez-vous fait depuis 7 ans? La transparence dont vous prévalez, notamment au niveau du CSIP Info, ne serait-elle qu'un leurre, par simple honnêteté intellectuelle? Voilà ce que je souhaiterais, monsieur le président, vous dire en face. Vous devriez au moins stopper vos communications triomphalistes sur votre participation à la baisse de la dette.
Au cours de ces 7 ans, vous vous êtes simplement, parce que vous n'en avez pas parlé, mais au cours de ces 7 ans, vous vous êtes simplement servi des biens de la commune, délestant son patrimoine de millions et de millions d'euros pour maintenir un train de vie, je vous le conseille, que vous-même dénoncez, vous avez dénoncé ça au début du dôme, pour maintenir un train de vie que vous-même dénoncez à présent comme étant impossible à maintenir. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, nous avons entendu pour la première fois une avalanche de mauvaises nouvelles que nous n'avons pas entendues en d'autres temps. Et c'est pourtant ce que nous vous disons depuis 7 ans. Que ne l'avez-vous dit plus tôt avec nous? En attendant, les habitants remboursent, c'est eux qui remboursent, c'est eux qui font effectivement les frais, c'est eux qui vont avoir des impôts encore plus lourds, parce que ce n'est pas seulement ce n'est pas le nombre de milliers d'euros qu'ils doivent chacun par tête, c'est également ce qu'ils doivent payer chaque année. Donc, vous allez alourdir la dette, et pendant ce temps-là, Saint-Cyprien s'appauvrit. Nous avons perdu beaucoup de temps. Bien sûr, il y a eu, vous allez me dire, mais attendez, j'ai été réélu. Oui, oui, oui. Des communications politiciennes bien orchestrées, bien trompeuses sur vos résultats, ont trouvé un écho favorable dans vos différents rendez-vous électoraux. Vous voilà donc à présent bien installé, avec de nombreux mandats, et vous pouvez dorénavant adopter la posture tourmentée du responsable, que vous n'avez pas été. Vous avez moissonné des lauriers avec le pacte de stabilité fiscale, celui dont vous vous êtes servi depuis le début. Impossible, on ne va pas augmenter, ça c'était la gloire. Rendu possible, ce pacte-là, rendu possible encore une fois par les ventes de patrimoine. Mais vous voilà à présent revenu au pied du mur avec un discours catastrophique sur une situation que vous imputez encore à votre prédécesseur. Vous y ajoutez, il est vrai, les intempéries, la crise internationale, je n'ai pas entendu parler du charançon du palmier, mais il y est, le désengagement de l'État prévu depuis de nombreuses années est tapageusement exploité et outrageusement exploité, et autres dénonciations sous forme de règlement de compte, vous n'en avez pas encore parlé, mais peut-être qu'on en parlera, dont personne ne peut penser ici qu'elle vous dédouane de vos imprévisions ou de vos manquements. Moi, je pense, monsieur le maire, que vous pratiquez un double langage. Celui, finalement, du politicien classique, hein, vous n'êtes pas le seul. Celui dont les médias nous disent qu'il est devenu insupportable aux citoyens au point de leur faire choisir les votes extrêmes ou la canne à pêche le jour des scrutins. Ex-chevalier blanc, vos choix et comportements ont terni votre tunique. Charlie de circonstance, catholique d'opportunité, vous aimeriez passer à présent pour un vertueux d'obligation. Vous saviez que nous avions raison d'alerter. Mais vous avez sciemment joué un jeu personnel et contre toute réalité entretenu le mythe de l'excellente gestion. Vous avez mis 7 ans de votre propre aveu pour faire passer Saint-Cyprien d'un état de liquidation à sa mise sous contrôle judiciaire. C'est un piètre résultat. Arrivé à vos fins politiques en ce milieu de deuxième mandat, vous êtes brusquement passé du discours triomphaliste, je l'ai déjà dit, au discours alarmiste, réservant sans doute votre optimisme pour les prochaines échéances électorales. En attendant, les habitants remboursent, Saint-Cyprien s'appauvrit. Votre bilan est bien de mauvaises ventes de patrimoine, la poursuite de quelques projets initiés par les équipes sorties, et non pas sortantes, beaucoup d'annonces et d'affichages, mais aucune réalisation majeure, à l'exception bien sûr du boulodrome et du kiosque parisien. En clair, le bilan est positif pour vous qui émergez comme notable, mais la ville a perdu ses temps et la population est fracturée et désenchantée. Pour terminer, il me reste à pointer l'inertie de votre majorité. Dans votre déclaration à la presse du 22 janvier 2009, monsieur le maire, vous jugiez sans aménité vos collègues de la majorité d'alors. Le conseiller municipal Thierry Del Pozo disait d'eux, je vous cite, « Ce sont une bande de moutons qui décident de voter n'importe quoi. Ils ont perdu leur berger aujourd'hui et ils sont prêts à n'importe quoi pour garder leurs indemnités et garder leurs privilèges. Monsieur Del Pozo, je vais respecter vos droits d'auteur et je ne reprendrai pas à mon compte les propos d'alors pour les appliquer à la majorité d'aujourd'hui. D'autant que je connais quelques-uns de ceux qui vous entourent et que je sais leurs embarras. Que chacun d'eux, cependant, mesure bien l'impact de son manque de courage d'aujourd'hui sur l'image que l'avenir s'en fera demain. Thierry Del Pozo avait raison lorsqu'il disait, je le cite, « Il n'y a aucune légitimité de la part du pouvoir en place qui refuse d'entendre non pas la voix des urnes, mais la voix de la rue. Nous savons tous que la rue, et pas seulement à Saint-Cyprien, supporte de plus en plus mal les jeux politiciens et qu'elle peut devenir d'autant plus redoutable que l'on joue avec son argent. Alors non, il ne peut pas y avoir d'augmentation des impôts locaux à Saint-Cyprien. Ils sont déjà trop lourds
et des alternatives existent que nous demandons au conseil municipal d'examiner. Et vous ne pouvez pas ignorer notre proposition, puisqu'il y a quand même du monde qui est ici. Nous avons des propositions à faire et nous tenons à les présenter. Je vous ai beaucoup, monsieur. Je vous ai entendu, vous dites que vous avez des propositions à faire, je vous écoute. Les propositions, en bonne logique, et c'était l'objet de ma lettre, doivent porter sur la contexture du budget. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de décaler le vote des taux après le vote du budget, car le vote des taux fige de façon, non pas irréversible, mais en tout cas prématurée, fige effectivement les recettes, alors que, comme l'a dit Jean-Claude Montes, la fiscalité est la variable d'ajustement qui permet de demander ensuite à l'État de mettre en recouvrement le produit qui est sollicité avec les taux qui en découlent. Mais puisque vous avez, pour essayer de justifier l'augmentation forcée de la fiscalité, puisque vous avez effectivement ressorti la litanie des malheurs dus au temps et aux autres, et la litanie des exigences et des misères de la commune, je vais faire ce qu'il aurait fallu faire au moment de l'examen du budget, c'est-à-dire effectivement rectifier un certain nombre d'erreurs, d'inexactitudes, voire même de contre-vérités, que vous avez mobilisées à l'appui effectivement de cette fiscalité. Alors, je vous donne malgré tout raison, en partie. La situation est grave, la situation est catastrophique. Et pour la première fois, vous avez en effet fait la comparaison avec les stations voisines, qu'elles soient de Canet-en-Roussillon ou d'Argelès. Effectivement, vous l'avez dit, et ça, je suis d'accord, les ratios significatifs de la dette sont accablants. La dette par rapport à la population est triple. Vous avez cherché le chiffre et on vous l'a soufflé. Il est effectivement de 3 300 € par tête d'habitant, c'est-à-dire le triple de la moyenne nationale et le triple de Canet. La dette par rapport aux recettes de fonctionnement est le double de la moyenne nationale. Elle n'est pas le triple, et c'est intéressant à savoir. La dette par habitant est le triple, et la dette par rapport aux recettes est le double. Ça veut dire que les recettes ont augmenté, et que, effectivement, ce rapport est un peu plus faible. Mais les recettes ont augmenté, et comme nous le verrons tout à l'heure, les recettes n'ont pas été affectées à des emplois positifs. Donc, effectivement, la dette est forte, mais, comme l'a dit Jean-Claude Montes, je suis surpris que vous soyez surpris de découvrir cela, effectivement, en 2016. Vous êtes arrivé et vous êtes venu me chercher pour cela, pour effectivement rectifier les erreurs de gestion de la municipalité précédente, en sachant très bien qu'il y avait un énorme problème financier à régler. Alors vous prétendez avoir désendetté la commune tout en disant que la commune est surendettée et qu'il y a un endettement apocalyptique. Alors il y a quand même une petite contradiction intellectuelle, mais enfin bref. Alors, Jean-Claude Montes a rappelé qu'effectivement, dans cette même salle, en 2009, celui qui faisait fonction de maire à l'époque avait présenté la projection du vieillissement de la dette et indiqué à quel niveau d'endettement la commune serait en 2016. Vous avez aussi, vous ne l'avez pas lu, mais enfin, je vous l'ai fait livrer en octobre 2009, eu cette analyse financière du Trésor public qui aboutissait au même résultat, c'est-à-dire que le vieillissement, parce que le vieillissement sur les dettes a un effet inverse que sur les hommes ça affaiblit, et sur la dette, ça permet d'atténuer la charge, et effectivement de retrouver une certaine attitude. Donc le vieillissement naturel de la dette a fait que, effectivement, les annuités baissent. Donc, l'effort que vous avez fait, il est nul, il a été passif, il a été effectivement de payer ce qui devait être payé, et je répète ce que j'ai dit l'autre jour en votre absence, pour que vous l'entendiez bien,
parce que vous avez quitté le DOM prématurément, effectivement, le conseil municipal des jeunes serait arrivé au même résultat que le tandem d'adjoints aux finances et de maire qui est en charge depuis 2009. La dette a moins fléchi que ce qu'elle aurait dû faire selon les projections qui ont été faites par malgré tout des experts qualifiés que sont les agents du Trésor. L'annuité 2016 est supérieure à celle de 2015. On nous dit qu'on a fait un effort pour réduire la dette, mais l'annuité à payer en 2016 sera supérieure de l'aveu même, et selon les chiffres SQ Budget, à celle de 2015. Bel exemple de réduction. Et on a emprunté, j'ai vérifié sur les budgets de 2014 et de 2015, on a emprunté 5 500 000 € en 2 ans sur le budget communal. Je ne parle pas des emprunts qui ont été faits au CCAS et au camping. Par conséquent, on a emprunté. Et on a emprunté 4 emprunts entre 9 et 18 ans. C'est-à-dire qu'on a prolongé, alourdi la durée de la dette à des taux qui sont des taux fixes, qui ne sont pas des taux variables. Les taux variables étant aujourd'hui particulièrement attractifs, on a emprunté à des taux fixes et non révisables. Donc, la dette a subi une évolution naturelle, elle n'a pas bénéficié d'un effort particulier. Et, simultanément, vous n'en avez guère parlé, alors que vous proposez effectivement, pour vous tirer de cette mauvaise passe, vous proposez d'augmenter les impôts, il faut quand même rappeler que notre taux d'imposition, comparé aux 2 communes voisines que vous avez citées tout à l'heure complaisamment, notre taux d'imposition est supérieur de 20% à la moyenne d'Argelès, de Canet et de Saint-Estève, qui sont les 3 autres communes de plus de 10 000 habitants de ce département, supérieur de 20% en ce qui concerne la taxe d'habitation, de 19,5% en ce qui concerne le foncier bâti et de 65,59% en ce qui concerne le foncier non bâti. On est donc, pour les impôts les plus courants, les impôts qui pèsent sur les ménages, à un niveau de fiscalité qui est supérieur de 20% à nos voisins. Et on veut augmenter de 7%. Il faut y ajouter la fiscalité de Sud-Roussillon, car effectivement, il y a des impôts additionnels sur les taxes d'habitation, sur le foncier bâti et le non bâti. Et là, la surfiscalité communautaire par rapport à celle des autres communes que je viens de citer est de 13% pour la taxe d'habitation, de 30% pour le foncier bâti et de 275% pour le foncier non bâti. Je citerai en passant, parce que ça peut intéresser un certain nombre de personnes présentes, que la contribution des entreprises est également supérieure de 5% à Sud-Roussillon par rapport à celle qui pèse dans les communes de Canet et d'Argelès. Et ajoutons-y, cerise sur le gâteau, comme vous disiez également tout à l'heure, les ordures ménagères, avec effectivement un surtaux de 11%. Donc, c'est vrai, je vous le concède, que vous êtes un héritier, mais vous êtes un héritier de longue date. Et quand on prend un héritage, on fait un inventaire. Cet inventaire devait être fait en 2009. J'avais essayé d'y contribuer. J'ai vu que c'était voué à l'échec et j'ai préféré me retirer. Mais il n'y a jamais eu de plan. Il n'y a jamais eu de plan financier. Il n'y a jamais eu de plan de redressement. Vous avez géré à la petite semaine et vous n'avez fait, contrairement à ce que vous dites, aucun effort de gestion. Alors je vais donner les contre-exemples à tous ceux que vous avez énumérés. Vous avez écrit dans le DOM que le produit des impôts n'avait pas augmenté. Les taux n'ont pas augmenté. L'assiette fiscale a naturellement augmenté, et bien que nous vous ayons proposé à plusieurs reprises
tenir compte de cette évolution de l'assiette fiscale pour abaisser symboliquement les taux, vous ne l'avez pas fait. Et donc le produit fiscal entre 2010 et 2015 a augmenté de plus de 1 million. Il y a eu une progression de 10,50% du produit fiscal encaissé par la commune. Je ne parle que des impôts, je ne parle pas des taxes diverses, taxes d'habitation et foncière. 10% de plus. Qu'a-t-on fait? Vous avez parlé du personnel, vous avez parlé des effectifs, vous avez comparé les effectifs de Saint-Cyprien à ceux de Canet et d'Argelès. Vous avez oublié en passant de dire qu'il y a à Saint-Cyprien un effectif important qui fonctionne au sein de l'EPIC Office du tourisme. Ce sont des personnels qui ne sont pas comptabilisés, mais qui existent. Les charges de personnel, je ne discuterai pas du nombre, les charges de personnel en 5 ans, alors que le produit des impôts a augmenté de 10-5 ans. Les charges de personnel ont augmenté de 20,5%. 22 fois plus, 20%. Vous nous avez expliqué que le GVT, vous aimez bien invoquer le GVT, que les GVT imposaient 2% par an, ce qui est une vision un peu inflationniste des choses, permettez-moi de vous le dire, à la lumière de mon expérience ancienne. Mais 2% sur 5 ans, ça ne fait pas 20,5%. Les charges de personnel ont donc augmenté 2 fois plus que le produit fiscal. Alors, il faut se souvenir que pendant cette période, l'indice de la fonction publique était gelé. L'indice de la fonction publique était gelé. Il vient d'être dégelé et on en reparlera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette augmentation est due soit à une augmentation des effectifs. Vous dites que non. Et alors c'est dû à une surqualification, c'est dû à des avancements, à des primes. Alors j'ai eu la curiosité de vérifier un peu plus en détail les éléments du budget. Je parle de chiffres parce que vous avez parlé des chiffres, vous nous avez asséné des chiffres globaux et inexacts. Moi je vous donne des chiffres précis. La rémunération des personnels titulaires, donc vous nous avez dit fort justement qu'on ne peut pas les licencier, mais dont les indices étaient bloqués. Les indices étaient bloqués. Et pourtant, la masse de rémunération des titulaires a progressé de 17%. 17%. 17%, alors que les indices étaient bloqués, alors que les effectifs n'ont pas bougé. Il y a un mystère. Les indemnités ont-elles augmenté en 5 ans de 24%. 24% d'indemnités de plus. Donc, on sait très bien que c'est un moyen de gérer la paix sociale, ou la sincérité, ou l'amitié, ou la fidélité, que de majorer les indemnités. Enfin, un poste un peu moins important mais significatif, les emplois de non-titulaires, les emplois d'insertion, les emplois aidés, le volume a augmenté de 70%. 70%. Le produit des impôts a augmenté de 10%. Les charges de personnel ont augmenté de 20%, avec effectivement un effort tout particulier sur les indemnités et les personnels occasionnels que l'on peut recruter parce que ça peut être utile de se faire des copains, de jouer ce qu'on appelle vulgairement le clientélisme. Les charges à caractère général, je n'entrerai pas dans le détail et vous vouliez m'y amener, je ne le ferai pas, je me contenterai de rester là aussi au niveau des volumes. Entre 2010 et 2015, les charges ont augmenté de 36%. 36%. Impôts, 10%. Personnel, 20%. Charges à caractère général, 36%. Voilà. On nous dit qu'on a fait un effort de gestion, qu'on a fait des économies, qu'on a serré les boulons, tout ça pour payer la dette.
La dette a été payée parce qu'il fallait la payer, elle a été payée au niveau des obligations, et il n'y a eu aucune économie de gestion. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien voilà, on a vendu le camping d'Al-Fourki. On a vendu le camping d'Al-Fourki, et qu'est-ce qu'on a fait des 10 millions? Enfin, je dis 10 millions, excusez-moi, 9,5, puisqu'on a fait cadeau de 500 000 € à l'acquéreur. Qu'est-ce qu'on a fait de ces 9,5 millions? On n'a pas désendetté. Eh bien voilà, on a dû sans doute en faire glisser une partie. Vous nous avez expliqué que c'est la même escarcelle entre le fonctionnement et l'investissement. Alors la vente, effectivement, du produit extraordinaire que fut Al-Fourki, eh bien, elle a servi, effectivement, à payer les primes du personnel ou les charges à caractère général. Donc, voyez-vous, simultanément d'ailleurs, parce que, effectivement, à partir du moment où on fait l'effort sur le fonctionnement, eh bien, évidemment, vous l'avez dit, on n'a plus les moyens de payer l'investissement. Alors, je recherche un ratio qui est significatif. Je ne le trouve pas dans mes papiers, mais je l'ai dans ma tête. C'est le rapport entre les dépenses affectées à l'équipement et les recettes. Au début de votre mandat, en 2011-2012, ce ratio était à 30%. Et puis, il a baissé à 19%. Et puis, il a baissé à 17%. Et aujourd'hui, dans le budget qu'on nous propose, il est à 13%. Ça veut dire que la part de nos impôts, que la part des emprunts que vous avez malgré tout contractés, va de moins en moins à l'investissement et file de plus en plus aux dépens d'équipement. Alors, effectivement, l'équipement, l'investissement est en panne. Ceux que vous nous avez cités, ce sont des investissements qui sont faits par Sucre-Roussillon. On a externalisé des investissements à Sucre-Roussillon. Les salles multimédia au Capellan. Aujourd'hui, l'aménagement du centre-ville, la pépinière d'entreprise, le transfert de la capitainerie, que sais-je encore. Tout ce qui se réalise sur Saint-Cyprien sera désormais fait par Sucre-Roussillon. C'est beaucoup plus indolore, puisque effectivement il y a moins de public au débat de Sucre-Roussillon, les impôts sont votés par les 6 communes de façon solidaire, et effectivement on en supporte les conséquences de façon différée. Alors évidemment, fini les beaux projets que nous avions vus fleurir au moment des campagnes électorales. Alors c'est quand même extraordinaire que, sachant que vous étiez endettés de façon apocalyptique, vous nous ayez promis en 2014 un gymnase à plus de 4 millions d'euros. Il y avait une dette, il n'y avait pas un sou pour payer, et vous avez malgré tout engagé le projet. Et on a dépensé 332 000 € de frais divers d'études, de maîtrise d'œuvre et je ne sais quoi encore, sur un projet qui ne verra pas le jour. Voilà effectivement la bonne gestion et les économies qui ont permis de désendetter. Je vous cite. C'est quand même ahurissant. Alors, quid du gymnase? Quid de la salle polyvalente qui figurait dans vos projets? Oh, je ne parle même pas de la clinique ou pour sportif, mais des signatures. Le problème, c'est qu'il nous manque toujours quelque chose. Les billets sont des hommes. Il nous manque l'argent qui ne vient pas, et il nous manque la signature qui ne vient pas. Alors, évidemment, c'est la faute des autres. C'est la faute des autres. Alors, je recherche encore en papier, et c'est notamment la faute de l'État. Alors, je ne suis pas là pour défendre de l'État. Je l'ai fait suffisamment dans ma vie pour aujourd'hui être honnête dans cette affaire. Je regarde simplement les chiffres. Vous nous avez annoncé dans le magazine municipal une baisse de 700 000 €. Lors du DOC, c'était 958 670. Aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez changé avec les millions, enfin c'est quand même extraordinaire. Alors, moi j'ai cherché dans le budget, mais comme je ne suis pas malin, je n'ai pas trouvé. Ce que j'ai trouvé ne correspond pas à ça. J'ai
trouvez sur la ligne 74 les dotations et participations. Elles étaient de 5 169 l'an dernier. Elles tombent... Non, pardon. La dotation... oui, la dotation tombe à 4 893. Bon, il manque 275 790 euros. 275 790 euros. Alors, où je suis complètement incapable de lire un budget, mais je suis sûr que l'adjoint aux finances, qui a une formation de comptable, pourra m'éclairer aussitôt. Ou alors, les chiffres que vous avez annoncés verbalement relèvent de la fantaisie. Ou alors, le budget tel qu'il est écrit porte des inscriptions erronées et l'équilibre est faux. Voilà. Alors, comment effectivement pouvoir créditer vos assertions et pouvoir être convaincu qu'il faut absolument voter une majoration de 7% de taux? Je rappelle, pour éclairer également le public sur l'aberration des déchiffrages faits par cette commune, l'an dernier, au moment du DOP, en mars 2015, on nous avait dit qu'il fallait affecter plus de 600 000 euros, 617 000, je crois, 617 000 euros à la réfection des bus du canal d'Aisne. Au budget, on en a inscrit 600. Bon, c'était une petite réduction. Et puis, en cours de route, tout ça s'est dégonflé. Hein? On a récupéré ces crédits qu'on avait inscrits au budget pour les transférer ailleurs. Pourquoi d'ailleurs? Parce que M. Angros nous a expliqué qu'on s'était trompé dans les décomptes et qu'on avait sous-estimé les déficits. Hein, n'est-ce pas? On nous avait fait adopter des comptes sans avoir le compte administratif et puis on s'était trompé de quelques 200 000 euros ou un peu plus. Bon, bref, les 600 000 euros qu'on avait inscrits au budget pour les villes du canal d'Aisne sont tombés à 40 000. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on n'inscrit plus rien dans le budget de 2017. L'an dernier, alerte, 617 000. Aujourd'hui, 40 000 et 0. Alors, tout ça n'est pas sérieux. Alors, moi, je suis d'accord sur le diagnostic. Le diagnostic, effectivement, est dramatique. Vous avez 6 ans de retard. Et puis, pour un maire est aussi grave que pour un médecin qui vient faire un diagnostic post-mortem. Bon, donc, la situation est grave. Mais je ne suis pas d'accord sur les causes, et je suis encore moins d'accord sur les conséquences. Les causes, je persiste à dire qu'il y a effectivement une partie de l'héritage. Bon, entre parenthèses, quand vous nous parlez de 10 millions d'œuvres d'art, 10 millions d'œuvres d'art, j'aimerais bien en avoir la preuve. Je suis sûr que dans la plainte que la commune a soutenue dans le procès Bouille, on n'a pas cité 10 millions d'œuvres d'art. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je suis sûr que ça n'est pas 10 millions. Deuxièmement, vous avez, à la fin de l'année 2009, commandé à M. Impage, qui à l'époque était gérant de la société Guides sans frontières, un audit sur les œuvres d'art. Cet audit, nous ne l'avons jamais vu. Nous n'avons jamais eu la liste des œuvres d'art, des tableaux, des tapis, des netsuke, des masques, et Dieu sait quoi, qui, effectivement, à l'époque, étaient en situation juridique litigieuse entre la propriété communale, entre la propriété personnelle de M. Bouille, entre la propriété des chefs d'entreprise qui avaient joué de la corruption. Bon, aujourd'hui, apparemment, vous êtes un peu plus fixés, mais vous annoncez des chiffres sans que nous en ayons le décompte. Vous dites d'ailleurs qu'on pourrait les vendre, mais qu'on ne peut pas, parce que l'État s'y oppose, enfin, etc., n'importe quoi. Bon, moi je ne propose pas de vendre les œuvres d'art. Je voudrais d'abord savoir quelles sont les œuvres d'art que nous avons, où elles sont, qui en est propriétaire, et qu'on ait effectivement une réflexion sur cela. Bon, autre fantaisie que vous évoquez d'ailleurs pour justifier la hausse des impôts, vous dites, ah ben oui, mais comprenez, il faut maintenir les services, on ne va pas fermer la piscine.
La piscine, oui, vous l'avez dit lors du DOP et vous l'avez redit aujourd'hui. Et vous l'avez dit en séance publique. La piscine est intercommunale. Bon, ça n'est pas une compétence de la commune. Alors voilà, on mélange tout. Donc, moi je ne suis pas d'accord sur l'analyse des causes, je ne suis pas d'accord sur les conséquences de faire payer aux contribuables de cette commune qui a déjà un surimpôt de 20% par la commune et de 13% par Sud-Roussillon, de rajouter 7% avec en plus les 3% du département. Alors, j'ai effectivement une proposition à faire et je suis prêt à expliciter le document de justification qui a été distribué à l'ensemble des conseillers municipaux. Nous proposons non pas une augmentation de 7% des taux, mais nous avons un schéma budgétaire qui permet de réduire l'impôt de 2%. De 2%. De 2,32. 2,32 sur la taxe d'habitation, 2,23 sur le foncier bâti et 2 sur le foncier non bâti. Et avec les propositions que nous faisons, qui font rire mon interlocuteur d'en face, et je pense que c'est sans doute parce qu'il est réjoui de voir qu'on a enfin une solution optimiste tout à l'heure, eh bien, cela n'aubergerait pas les moyens de gestion de la commune. Cela permettrait simplement de réaliser de façon efficace des projets qui ont été plus ou moins cafouilleux dans la tête des élus et des responsables. Donc voilà, je dis que nous pouvons aujourd'hui, je le dis et je m'engage fortement en prenant mes responsabilités, nous pouvons baisser les taux dans cette commune qui est surimposée sans alourdir la dette, baisser les taux, ne pas emprunter et en même temps constituer en fonds de réserve une dotation de 600 000 € qui permettrait de compenser les éventuels à-coups ou, si tout va bien, de l'affecter à un investissement. Alors voilà la raison pour laquelle je m'oppose formellement au vote des taux et je demande que nous discutions des propositions que je peux faire et que je vais vous expliciter. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer au vote des taux. Ce n'est pas le volontarisme, c'est une proposition. Je vous propose donc... Oui. Alors, je vais donner la... Est-ce que vous avez fini, M. Joannet, votre intervention? Est-ce que je peux donner la parole? Est-ce que vous voulez continuer à développer? Parce que Mme Sadouni souhaiterait prendre la parole. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je respecte le droit à la parole de Mme Sadouni et tout à fait normal qu'elle s'exprime. Je interviendrai avec votre autorisation, parce que je sais que c'est pas le moment venu. Mme Sadouni. Mais d'abord, avant toute chose, je voudrais mettre en avant le calme ce soir du conseil municipal, l'écoute. Chacun, tout le monde écoute et je pense que c'est ça le conseil municipal. Je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, il y a 15 jours quand on a fait le don. Je crois qu'on a des instants, l'essence de la République, et c'est bon de les respecter, c'est bon de s'entendre, de s'écouter. Alors c'est vrai que bon, beaucoup de choses ont été dites, plus de Clouseau. C'est vrai que vous faites ce soir un exercice pédagogique et c'est vrai qu'on peut vous en remercier, même si c'est vrai qu'on aimerait que vous le fassiez à chaque fois ou plus souvent. Et c'est vrai qu'en plus vous avez traduit en des mots simples ce qu'un enfant, peut-être au conseil municipal des jeunes, aurait pu comprendre. C'est très bien. Par contre, c'est vrai que je ne vais pas reprendre point par point tout ce que vous avez dit. Je ne vais pas reprendre point par point tout ce que vous avez dit. Par contre, je me souviendrai de 2008-2009, où c'est vrai que nous avons dit tous qu'un enfant qui est né en Saint-Cyprien a 4 500 € de dette, bon, 5 500 € de dette sur la tête. Un enfant qui est né en 2016 a 3 500 € de dette. Alors c'est vrai que les chiffres, on peut leur dire ce qu'on veut. On savait très bien de toute façon que la dette, on en avait pour 30 ans et que naturellement la dette allait diminuer. Pour autant, on avait tous dit que de toute façon, il fallait que la ville continue à vivre et qu'il y ait aussi l'attractivité, que chacun puisse s'y retrouver. Alors c'est vrai que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, et je crois qu'on peut se rendre compte que bon, on a l'exemple ce soir.
Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est repartir un petit peu, repartir un peu après votre discours et vous poser la question simplement, de vous dire 7%, pourquoi faire? Alors c'est vrai que vous avez griminé une liste de projets, une liste de fonctionnement, mais toutes les communes doivent entretenir les routes, entretenir les bâtiments, payer le personnel. C'est important, le personnel municipal, parce qu'on peut le décrier. C'est facile de le décrier, mais bon, ce sont des gens qui travaillent, comme dans toute l'entreprise, ils travaillent, ils font de belles choses, mais c'est là un petit peu aussi l'importance d'une équipe qui puisse les diriger, leur dire ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça on l'accent politique. Donc ça c'est du fonctionnement normal d'une commune. C'est vrai qu'on avait chez Cyprien cette dette, et on avait dit, je le répète, que malgré ça, on continuerait bien sûr à rembourser la dette, mais on continuerait à investir. C'est ce qu'on a fait. On a investi, Monsieur Joandier vient de le dire, des projets, la clinique du sport, promesse électorale de la campagne 2014, on l'a dit, d'abord la cave coopérative, on avait dit des projets immobiliers, on avait parlé donc plein de projets, oui, du gymnase, on a même fait, vous m'avez invité en me disant que c'est exceptionnel, mais justement à pouvoir ouvrir les plis et voir un petit peu les projets dans tout le monde. On a réfléchi sur justement quel gymnase, le toit à 10 mètres, quelle orientation, tout ça, on a vu des panneaux, et tout ça, il n'y a plus rien. Donc l'investissement, à un moment donné, on y a cru, certains y ont cru, et moi je suis très à l'aise par rapport à ça, puisqu'ils ont cru, puisque vous avez été réélus. Et on ne peut pas dire que là vous avez été sur le mouvement de l'affaire Bouille, que vous avez bien géré. Là, on ne peut pas dire, c'est fini cette affaire, même si elle dit, vous avez été en 2014 et bien élu, puisque vous avez été élu au premier tour à 56%. Alors après, on peut s'étonner, moi je ne m'étonne pas. Il y avait des propositions de plusieurs équipes, elles n'ont pas été retenues. Parce que qu'on soit deuxième, troisième ou dernier, de toute façon, ce qui est pareil, c'est qu'il y a quelqu'un qui est élu et c'est tout. Alors, on peut se faire plaisir à se dire ça, on peut se faire mal aussi à se dire ça. En réalité, vous avez été élu pour un projet par la population de Saint-Cyprien à 56% au premier tour. On se rend compte, un an après, par un subterfuge extraordinaire, que justement, ce projet, de campagne, ce projet de mandat, est en train, un an après, de changer. Vous avez raison, en politique, et on l'a bien vu, on le vit ici, il n'y a pas de mémoire. Quand vous arriverez, de toute façon, en 2020, je crois, c'est ça, mais dans ce cas, vous serez de nouveau réélu, à moins que vous vouliez partir ailleurs. Peut-être que vous serez déjà député, peut-être un peu plus. Mais vous avez une carrière politique qui est destinée et vous l'avez. Alors, moi je vais vous dire que la politique, c'est faire des choix, c'est les assumer, malgré tout. Ce n'est pas se servir d'habillage politique. Ce n'est pas se servir d'habillage politique, et c'est pas moi, c'est la faute aux autres, c'est le gouvernement, vous savez très bien ce que je pense de ça. Je l'ai défendu en conseil municipal et je continuerai à le défendre. Alors moi, en vous écoutant, M. Montes, M. Joandier, en vous écoutant, je me suis dit, on va tout renverser ce soir et on va dire, on va garder le cap d'une stratégie d'attractivité économique du territoire par la qualité des services publics communaux, tout en absorbant sa part de l'effort national, de la réduction, vous l'avez dit, du déficit public. Considérant l'opportunité que constitue dans la redéfinition des politiques publiques locales et communales, à travers donc un recentrage de ses compétences et une adaptation de ses moyens à une nouvelle équation budgétaire. Et moi, je l'ai rêvé ça, non? Je me suis dit, c'est ce qu'il va dire ce soir. C'est ce qu'il va dire ce soir. Et il va dire, il n'y aura pas d'augmentation des impôts, je continuerai dans mon sens et justement, je m'adapterai. Alors, il est évident que vous avez parlé d'encore de la dette, vous avez parlé de la diminution de la dette, vous avez parlé donc de la maîtrise des dépenses, mais justement, si l'encours de la dette est maîtrisé, les dépenses aussi, dans ce cas, pourquoi augmenter? 7%, pourquoi faire? Donc moi, ce soir, j'aimerais, à travers tout ça que vous disiez, bien sûr, c'est difficile. De toute façon, si c'était facile, il y aurait beaucoup plus de monde au portail. Hein. Parce que c'est facile de dire il n'y a qu'à Faucon, mais en politique, quand on y a la Malonnier. Donc si c'était facile, beaucoup plus personne n'y serait.
Par contre, maintenant, il y a une situation qui n'est pas inconnue pour vous. Vous la connaissez depuis le début, 2008, 2009, 2014. Et dans ce cas, je pense qu'il faut, si vous voulez, alors, vous avez dit que c'est le gouvernement. Ah, ce gouvernement. Si vous saviez le gouvernement que nous avons, de toute façon, ils augmentent, c'est facile. À part que quand le gouvernement est arrivé, c'est ça le tort qui a été fait, c'est qu'il n'a pas dit dans l'état où il a trouvé la France. Et qu'il a fallu justement se dire qu'est-ce qu'on fait. On continue en se posant les bonnes questions, ou on prend des décisions. Et dans ce cas, bon, alors vous avez parlé même, vous êtes allé même chercher l'État dans les activités périscolaires et tout. Vous avez tout mis, vous avez fait un packaging ce soir en vous disant, tiens, la dame du fond, le monsieur d'en face, chacun captera dans mon discours et se dira, mais c'est vrai quand même, il a raison. Mais non, vous n'avez pas raison. Non, vous n'avez pas raison. Parce qu'à un moment donné, être élu, je vous l'ai dit, c'est justement, c'est d'avoir respecté l'argent public, l'argent de nos impôts. Parce que c'est facile d'être maire, d'avoir de l'argent et de dire, bon, aujourd'hui, je vais acheter ça. Demain, je vais acheter autre chose. Mais c'est facile d'avoir de l'argent. Par contre, vous avez l'argent, des habitants, justement, qui essaient de faire le meilleur choix. Et le meilleur choix pour Saint-Cyprien, c'est de continuer à le désendetter, il faut le faire, continuer à avoir des choix politiques raisonnables et continuer à avoir un vrai discours politique. Et ne pas chercher de l'habillage politique. Parce que pourquoi les dotations ont diminué? Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, mais ce n'est pas des génies, ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, on confondait tout. L'intercommunalité qui était avant tout la mutualisation, mais dans ce cas, chacun veut quelque chose. Chacun veut sa salle, chacun veut tout. Je veux dire, à un moment donné, quel est l'intérêt d'une intercommunalité? Et la mairie, c'est pareil, on veut se faire plaisir. On veut faire plaisir à une partie des gens qui nous ont peut-être élus, ou peut-être pas. On veut se faire plaisir en se disant, de toute façon, ça c'est important, on va le faire. Non, à un moment donné, je crois que tous les habitants de Saint-Cyprien, avec ce qu'ils ont vécu, n'oublions pas, quand même en 2008, ce qui s'est passé dans la commune, tous les gens, en 2009, tous les gens le savent, donc ils ont tous une maturité politique, ils peuvent tous entendre des choses. Alors faire un pavé, comme vous avez fait sur le Saint-Cyp Info, je m'arrêterai sur ça, en disant 700 000 € de baisse. Monsieur Garrido, excusez-moi, mais l'exemple est tellement facile. 700 000 € de baisse de dotation de l'État, 600 000 € des vestiaires à grand stade. Alors écoutez, moi je veux bien tout ça. Moi je veux bien que, parce que vous êtes en plus, vous savez, ce soir particulièrement, vous avez un discours très pédagogique, très accessible, que l'enfant de CP a tout compris. Mais à un moment donné, nous aussi, de vous dire en face avec popularité, 700 000 €, 600 000 €. À un moment donné, il faut savoir gérer. Vous savez, chaque famille, il y en a qui sont très riches. Dans les familles, tant mieux. Mais je pense que aussi, ils donnent des priorités. Il y en a qui sont très pauvres, ils arrivent quand même à vivre normalement. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on continue à ne pas augmenter les impôts, à avoir ce train de vie, même si on aimerait faire plein de choses. Mais moi aussi, j'aurais aimé faire plein de choses, on ne peut pas. Et je crois que tout le monde peut l'entendre. Et puis plus tard, quand ce sera le moment, et dans ce cas, on fera les augmentations nécessaires. Je vous remercie. Je voudrais répondre juste sur vous avez fait le parallèle entre les 700 000 € de baisse de dotation et les vestiaires à 600 000. Et on ne construit pas 600 000 € de vestiaires. On a évalué le montant de travaux dans l'idéal de vestiaires qui coûterait 600 000, et c'est pour demander des subventions. Et c'est en fonction des subventions que nous obtiendrons ou pas, qu'on le fera ou qu'on ne le fera pas. C'est juste pour clarifier. Monsieur Jaunet, vous souhaitiez reprendre la parole. Monsieur Montes. Non, mais moi je pensais, après avoir entendu, je pense qu'on est tous d'accord là. On a essayé de calmer le jeu, on a essayé d'être calme. Nous pouvons encore le rester, je crois. Enfin, ça dépend de vous. Hein. Je crois qu'il y a une solution élégante, monsieur Delpozo. Elle est vraiment élégante. Vous ne pourriez pas en perdre la face, vous auriez même, si vous la choisissiez, vous pourriez même peut-être avoir notre considération. Je crois que le plus simple serait de mettre à l'étude ce que vous avez sous les yeux, peut-être pas en entier, mais en partie, dans le cadre d'une commission, tout le monde dit on arrête là, parce que ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas passer en force sur un sujet aussi important. Je crois que le plus simple serait effectivement de remettre cela très rapidement, demain ou après-demain, peu importe, dans une commission où vous vous réunissez à quelques-uns, on ne va pas débattre de tout ici, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Sinon, il va y avoir de nouveau des invectives et des coups de sifflet. Et nous aurons effectivement la possibilité de voter
de voter le budget très rapidement, dès le début de la semaine prochaine, on peut tout à fait le voter, et ne dites pas qu'on a fait temps, etc. Vous ne perdez pas la face, vous y gagnez en faisant cela. Je crois effectivement qu'il serait intelligent, je crois maintenant, de dire, bon, voilà, peut-être pas de la même manière, il y a des choses à entendre, et je reviens à ce que je disais à mon propos du départ, si vous aviez le bon sens de mettre en place, le bon sens de mettre en place finalement des lieux, vous êtes tranquille maintenant, vous êtes élu, vous êtes président de la communauté de communes, maire de Saint-Cyprien, conseiller départemental, responsable de tel ou tel, vous avez tout ce qu'il faut. Bon, alors maintenant, il faut penser aux gens de Saint-Cyprien. Les gens de Saint-Cyprien n'ont pas envie de payer la facture de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. On a envie de vivre, il y a des hommes et des femmes qui vivent. Et nous aurons effectivement comme ça à parler également de votre parc-mètre, etc. Parce que ça commence aussi à faire beaucoup. Et je pense que ça va faire beaucoup. Vous savez, je vous ai beaucoup lu. J'ai lu tout ce que vous aviez écrit, tout ce que vous aviez déclaré dans les années noires, notamment la dernière année. J'ai tout lu. Et j'étais d'accord avec toutes les choses. Je ne voudrais pas que vous partiez dans ce sens-là. Donc, M. Jaunet, vous souhaitez faire encore une déclaration ou je passe au vote des taux? Monsieur Montel vient de faire une proposition, c'est-à-dire de constituer une commission des finances, ce qui est quand même la moindre des choses dans une commune qui est dans une situation financière apocalyptique, en règlement judiciaire, vous l'avez dit vous-même. On est surendetté, on est surfiscalisé et on n'a pas de commission des finances. Il n'y a même pas de directeur financier et l'autre jour, personne n'a été capable de répondre aux questions posées en matière financière. L'adjoint qui présidait était complètement incompétent, l'adjoint aux finances était complètement silencieux et l'ensemble des conseillers s'est enfermé dans un mutisme total. Donc, cette assemblée, à l'évidence, est incapable, à mon sens, au moins à l'expérience vécue, mais elle peut toujours nous faire la démonstration du contraire, est incapable effectivement de réfléchir à des choix, comment dirais-je, j'allais dire révolutionnaires, oui, un petit peu, même c'est une remise en cause de la culture actuelle qui est de laisser faire, de céder à la facilité. C'est effectivement le choix d'une culture d'effort et de remise en ordre. Donc, Jean-Claude Montes a proposé de constituer une commission des finances et dans un groupe de 10 personnes, avec les techniciens, d'examiner de façon précise les contre-propositions que je fais, et d'autres peuvent sans doute être faites, pour effectivement éviter cette horreur qu'est effectivement la hausse d'impôts en ce moment, dans une conjoncture sociale, économique et politique qui est effectivement dramatique pour bien des gens, et en tout cas très angoissante pour la France, et sans doute aussi pour Saint-Cyprien, pour éviter effectivement cette horreur et faire en sorte que nous nous retrouvions sur une dynamique budgétaire et économique et qui redonne à Saint-Cyprien d'abord un peu de fierté. Vous nous parlez toujours de l'image de Saint-Cyprien. L'image de Saint-Cyprien, aujourd'hui, c'est celle d'une commune qui est endettée et qui part à la dérive. Bon, alors voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour constituer, comme on le fait généralement dans des collectivités raisonnables, une commission des finances examinant ces propositions? Oui. Je crois que vous m'avez déjà posé cette question, je vais vous refaire la même réponse, non. Donc aujourd'hui, la question que je vous pose, c'est est-ce que nous passerons au vote des taux, sachant que... Est-ce que vous êtes obstiné de vous faire la même réponse? Non, non, on ne va pas passer au vote des taux, il faut qu'on en discute. Quelle raison vous donnez à votre nom? Parce que vous n'argumentez pas, vous dites alors, non. Si vous parlez lorsque l'on vous donne la parole, ce serait déjà... Si vous évitez de m'interrompre, ce que je n'ai moi-même pas fait. Je n'avais pas parlé. Non, non, mais moi je n'ai interrompu personne. J'étais en train de vous expliquer pourquoi je disais non à la commission. C'est la même explication que je vous ai d'ores et déjà donnée. Parce qu'il y a eu des commissions, vous avez cru utile de déposer des plaintes en disant qu'elles ne s'étaient pas réunies. Il y a aujourd'hui une majorité qui a élu, on en pense, qui a été élue, on en pense ce que l'on veut. Elle gère avec ses convictions et le programme qu'elle a mis en œuvre. J'aimerais aussi que vous entendiez que le fait de proposer une augmentation des taux est loin de me satisfaire.
Et je rappellerai également, parce que peut-être certains s'imaginent le contraire, mais l'ensemble des personnes qui sont autour de cette table et qui m'accompagnent dans mon équipe paient ces impôts à Saint-Cyprien. Donc, si vous avez une solution aujourd'hui pour... Je vais demander au public de cesser de commenter les interventions des uns et des autres. Le débat a été serein, ça n'est ni l'école du cirque, ni un spectacle. Donc, les élus s'expriment, je vous demande de les respecter et de les écouter quels qu'ils soient. Si vous avez une autre solution à me proposer, puisque vous avez un programme, une proposition d'amendement, la question que je vous pose, c'est est-ce que nous passons au vote des taux maintenant et vous ferez votre démonstration, votre proposition au moment du vote du budget, ou est-ce que vous souhaitez le faire maintenant? C'est la question que je vous pose, monsieur Jaunet. Oui, je réponds à votre question tout en disant que je déplore, je conteste et je trouve grotesque votre entêtement à refuser de constituer une commission des finances. C'est vraiment... Alors vous considérez que parce que vous avez été élu, vous détenez le savoir absolu et que vous êtes les seuls à même de définir l'avenir de cette commune, sans vous soucier, malgré tout, des 40% d'électeurs qui ont voté, non pas pour vous, mais tous les électeurs de Saint-Cyprien qui ont voté pour toutes les listes en 2009 et en 2014 ont voté pour des gens qui sont ici, des gens qui ont dit « nous n'augmenterons pas les impôts, nous désendetterons la commune ». C'est quand même une question de fidélité à la parole, et moi je me sens, et je pense que Mme Sadourny de même, je me sens responsable des engagements que nous avons tous pris. Les 100% des électeurs de Saint-Cyprien ont cru qu'on allait réduire les impôts, qu'on allait maintenir les impôts dans cette commune. C'est une obligation morale absolue. Alors, Mme Sadourny a dit qu'effectivement, en politique, il n'y a pas de promesse. Je pense que celle-là est quand même fondamentale. Vous avez été élu parce que vous avez fait éliminer M. Bouille en l'accusant, en mettant en lumière un certain nombre d'anomalies, d'erreurs, de fautes de gestion, et vous avez effectivement pris un engagement, celui de bouleverser complètement les méthodes de travail, de créer un système démocratique, de gérer la commune avec efficacité, avec transparence, et de redresser la situation financière. Je me permets de dire que les 6 ans passés prouvent que votre équipe, comme vous dites, et ceux qui vous entourent, n'ont pas fait preuve de l'efficacité que l'on peut souhaiter, puisque aujourd'hui, on est dans la situation dramatique que vous venez de décrire. Donc la moindre des choses, un début d'humilité, en même temps qu'un peu de démocratie, conduirait un maire raisonnable à dire oui, on est là pour discuter ensemble, et on se met autour d'une table, à 12 plus, au-delà de 12, on ne fait rien de sérieux, avec effectivement le respect des proportions démocratiques, et on essaie de voir ce que l'on peut faire. Voilà, donc je reviens sur cette question, tout en disant que si vous persistez dans votre obstination, mais je sais que vous êtes fort tenace, moi je suis pugnace, donc je présenterai mes contre-propositions. Mais je pense que Mme Sadourny avait tout.